What news of the war? Which side did you serve, Captain? That is unimportant. The truth. We're about here. If Bernard's got to get the French subsidies, as promised by Cardinal Richelieu, he must cross the Rhine, and quickly. His troops are starving and no pay all the winter. Then history has caught up with us. Our neutrality is over. God and the serpent have joined hands, and we are all kicked out of Eden. We're hidden, as we've always been. Nothing's changed. You will defend the village. It has never been my policy to defend the village. Only myself. In a time when the world was choked with hate and consumed by war, dans l'ombre de la nuit, je me lève, le rochdissement, mon cœur et mon âme. Un cri contre la censure, une force vive vers la vérité. Je m'engage avec foi. Dieu est mort ainsi par les Nietzsche, mais en moi la volonté de puissance s'étire. Au-delà du bien et du mal, je m'aventure. Mon surhomme intérieur, je l'exulte. De l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros, c'est ma romance. Chacune de ces voies, je les explore pour trouver mon chemin. Je m'aventure. Cherchant le plaisir, sans souci d'autrui, l'épicurisme guide mes pas, c'est fou. La sagesse dans la jouissance, je la trouve. Libre, heureux, je m'élance, je m'enroule. Le virilisme, mon armure et ma force. Dans la bataille, je n'ai pas de remords. Face à l'adversité, je reste debout. Mon honneur, ma bravoure, je l'éclame. De l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros, c'est ma romance. Chacune de ces voies, je les explore pour trouver mon chemin. Je m'aventure. Mais au fond de moi, un autre appel résonne. Le christianisme, la lumière qui m'enflamme. L'amour du Christ, le guide dans la quête vers la rédemption. Je me dirige, j'espère. De l'ombre à la lumière, je m'élance. L'éveil du héros, c'est ma romance. Chacune de ces voies, je les explore pour trouver mon chemin. Je m'aventure. L'ombre à la lumière, l'éveil du héros. L'épicurisme, le virilisme, le christianisme, le passionnisme, une fatale
l'accélérationnisme, une fractale avec Yann Rochdy. L'épicurisme, le virilisme, le christianisme, l'accélérationnisme, une fractale avec Yann Rochdy. L'épicurisme, le virilisme, le christianisme, l'accélérationnisme, une fractale avec Yann Rochdy. Bonsoir tout le monde, bienvenue en direct de la Révolution culturelle, épisode du 25 novembre 2025. L'histoire occulte de la guerre de 30 ans, première partie de la recension de The Last Christian Peace, The Congress of Westphalia as a Baroque Event de Derek Croxton. La guerre de 30 ans, c'est la suite des guerres italiennes suivant le règne de Charles Quint, Charles V, empereur du Saint-Empire romain germanique, qu'on appelle toujours l'Empire. C'est toujours l'Empire. On va voir pourquoi aujourd'hui. La paix de Westphalie comme nouvel ordre mondial. C'est comme ça que c'est vu, pas à l'époque, mais a posteriori. La vraie histoire des royaumes chrétiens européens et donc de la hiérarchie des titres. Pas pour rien que j'en parle en tant que baron inquisiteur de la Nouvelle Inquisition française d'Amérique et baron de la baronnie rochdienne. La carte politique de la guerre de 30 ans et les acteurs en jeu au début, au milieu, à la fin. On voit que ça évolue, ça fluctue. Il y a des parallèles à faire avec l'Ukraine, mesdames et messieurs. Les réelles causes du conflit, jusqu'au point où on arrive au paroxysme de ce conflit-là dans la décennie des années 1630. Et c'est à partir donc des années fin 38-40 qu'on commence à avoir le processus de paix qui va être la deuxième partie de cette recension-là. Je ne sais pas combien je vais faire en combien de parties, en tout cas. Donc, très important de mettre un like, très important de supporter mon travail. À un certain moment, ça va couper. Mais ça, c'est demain que ça va couper. Ce soir, vous allez pouvoir écouter ça en direct sur YouTube, sur yanrochdy.com. Mais demain, vous allez devoir vous inscrire sur mon site web, yanrochdy.com, 5$ par mois, ou bien via Substack, yanrochdy.substack.com. Vous allez dans la section podcast ici, il va y avoir le contenu en différé. Vous pouvez vous abonner aussi sur YouTube, 5$ aussi. Vous allez dans la section réservée aux membres ici, la pastille verte. Et vous allez avoir accès à tous ces contenus-là, les recensions de livres, évidemment. Je mets beaucoup de travail à ça. Vous pouvez envoyer des dons via Buy Me a Coffee, en scannant le code QR. Via Interact, yann.rochdy@gmail.com. Juste ici. Et je vais vous donner accès à mon site web et ou Substack, l'infolettre. L'infolettre est aussi gratuite si vous voulez avoir les nouvelles, qu'est-ce que j'ai fait comme contenu dernièrement. Là, je suis dû pour l'infolette gratuite parce que j'attendais d'avoir une recension. Je suis occupé de ce temps-ci. Je ne sais pas si vous avez remarqué, une nouvelle collaboration avec Carl Brochu et on travaille fort. Donc, après l'histoire occulte des routes de la soie et la Renaissance italienne, les guerres italiennes, durant les derniers mois, nous poursuivons notre voyage afin de retracer les pas de nos aïeuls chrétiens, hein, parce que ça fait partie de la série Le Citoyen chrétien, liste de lecture que vous pouvez voir sur YouTube. Donc, 1492 à 1560 à peu près. On avait eu à peu près 65 ans de conflits étrangers exportés en terre d'Italie. On a eu deux descentes françaises, Charles VIII, Louis XII. Ils descendent littéralement vers la péninsule et ils envahissent, ils conquérissent, ils conquièrent, ils font des conquêtes. Ils font des conquêtes et ça s'est terminé mal pour les Français par contre parce que c'est les impériaux
qui deviennent impériaux espagnols avec Charles Quint, qui fait la meilleure, la troisième descente, et c'est celle qui va rester. La descente, donc, qui va se terminer avec Charles de Bourbon, allié de l'empereur Charles Quint, qui va mettre à sac la ville de Rome, parce qu'on me dit tout le temps, Yann, c'est pas saquer, ça se dit pas saquer, ça c'est de l'anglais sac. Tu dis, il faut mettre à sac. Mais moi, j'aime ça dire ça. On sac Rome en 1527. Et ensuite de ça, ça se traduit avec une occupation espagnole qui va rester jusqu'à l'époque de la guerre de 30 ans. C'est pour ça que je vous en parle. Ensuite de ça, on a l'échec du concile de Trente. Ça, c'est le concile où le pape avait pour mission de résoudre la crise de Martin Luther. Et on avait vu, toujours avec les guerres italiennes, que ça avait raté. Ensuite de ça, les religions religieuses. Intéressant? Non, les relations religieuses, que j'ai mal écrit dans mon livre. Les relations religieuses se dégradent partout en Europe après la période des guerres italiennes ou pendant la période des guerres italiennes. En fait, c'est un mensonge de dire que c'est une période de guerre religieuse. Ce sont des guerres de pseudo-machiavéliens, de gens qui font de l'expansion territoriale au sein et en dehors de l'Empire et qui, à la longue, vont se polariser au niveau religieux. Donc, c'est un mensonge de dire que c'est une période de guerre religieuse. En France, massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Donc, ça a pris quand même 50 ans de guerre, même après le sac de Rome, pour se rendre là. L'Espagne, à la période fin guerre italienne, même pendant les guerres italiennes, au début des guerres italiennes, avec Charles Quint, l'Espagne et la France resteront toujours en guerre, qu'on le veuille ou non. Même s'ils signent des traités, des paix, la France et l'Allemagne resteront toujours en guerre. Une guerre clandestine, une guerre secrète et une guerre ouverte. Donc, ça va changer de mode. C'est une guerre perpétuelle parce que tu regardes la carte géographique de la France, ils sont entourés de tous les bords de possessions espagnoles. Et donc, ils sont obligés d'avoir une stratégie face à ça. Un peu comme la Chine qui est encastrée dans le continent asiatique, est obligée de prendre appui au niveau stratégique dans la mer pour se désenclaver. Très important. Et donc, la France, pour sortir de cet enclavement espagnol, va supporter la République des Pays-Bas, les provinces unies, les 7 provinces unies. Et ces Pays-Bas qui sont en révolte d'indépendance contre l'Espagne. Depuis quand? Depuis depuis pendant la période des guerres italiennes. Donc, pendant la période des guerres italiennes, débute ce conflit-là, quand Charles Quint prend le pouvoir et réussit à conquérir par héritage. Ben, pas conquérir, il réussit à rassembler par héritage les couronnes qui permettent de prendre la possession de l'Empire. Et les Pays-Bas se révoltent parce qu'ils sont plus protestants que catholiques et plus libéraux, plus républicains, démocrates. Et donc, cette guerre-là se poursuit pendant la période de la guerre de 30 ans. Très important à garder en tête, ça aussi. Donc, introduction. Qu'est-ce que le monde post-westphalien, le monde westphalien, l'ordre westphalien? Certains disent que c'est là que le concept moderne de souveraineté État-nation sont nés. D'autres mettent l'accent sur les relations diplomatiques, les relations internationales, la méthodologie, les protocoles, les documents, le type de documents utilisés, les institutions comme par exemple l'ONU et la Charte des droits, des droits de l'ONU. Ben,
ce serait des trucs qui auraient été bâtis post-westphalien. Et surtout, notre éducation publique dit que c'était une guerre de religion de 30 ans qui a mené à ce traité de Westphalie. C'est un mensonge. C'est un mensonge. La réalité est beaucoup plus complexe et permet de prévoir la suite du conflit Ukraine-Russie. Si on s'appuie sur le mode des longues durées, puis qu'on se dit que cette guerre-là a commencé à la période 2012-2014, on peut très bien prendre le modèle de la guerre de 30 ans et le calquer sur la guerre ukrainienne et donc prévoir que ce conflit-là va durer jusqu'en 2030 et plus. Très bien, on peut très bien prévoir ça. Donc la paix de Westphalie après la guerre de 30 ans, c'est 2 traités en fait. Le traité de Münster et le traité de Osnabrück. Les 2 villes sont séparées par quelque chose comme 30 000 entre les deux. On va voir dans les prochains épisodes. Ça se fait en... si tu pars le matin, tu arrives le soir. Tu pars le soir, tu dors à mi-chemin, tu arrives le matin. Quand tu pars à l'aube, tu arrives pendant la matinée. Ça, c'est le genre de choses que... c'est détaillé à ce point-là. C'est important. Parce que c'est des individus qui font la paix. Des plénipotentiaires qu'on appelle. C'est qui ça, des plénipotentiaires? C'est soit le roi qui vient négocier, mais non, il ne vient pas se négocier. S'il négocie le roi, il faut qu'il vienne égal avec un autre roi. Donc les rois ne se déplacent pas. Et souvent, en plus, leur cour, c'est aussi une cour judiciaire. Donc, deuxième raison pourquoi les rois ne se déplacent pas, c'est la période absolutiste qu'on appelle. Donc, le roi, même s'il n'est pas partout présent, le roi est très important. C'est l'État. Et donc, il donne des pouvoirs. Il donne des visas. Il donne des passeports pour des diplomates, des ministres, avec des lettres de mission. Et il les envoie négocier le traité. Et c'est intéressant parce que ces plénipotentiaires-là sont souvent des boucs émissaires pour dire « Je ne veux pas de ce traité-là, même s'il a été négocié. » Donc, très important. Donc, la paix de Westphalie, c'est 2 traités. Et ça implique, en gros, la France, la Suède et l'Empire. Le Holy Roman Empire, le Saint-Empire romain germanique. Ça a pris 5 ans de conférences de paix. Oui, 5 ans de conférences de paix à Münster, Osnabrück et les allers-retours. Par exemple, les Pays-Bas, vu que sont chanceux parce que c'était juste à côté, les représentants hollandais, Dutch Republic, devaient souvent avoir des nouveaux mandats. Donc, ils remontaient au Parlement à la Haye de Hague pour aller chercher des instructions. Et, très important, au niveau des monarchies, les délégués n'avaient pas le droit de revenir dans leur pays tant que le traité n'était pas négocié. Donc, les plénipotentiaires espagnols, français, suédois, et t'avais des Allemands et des Espagnols, mais tous ces gens-là devaient rester en place, loin de leur famille. Souvent, certains ont fait venir leur famille. Pour négocier la paix, ça a pris beaucoup d'adaptation pour ces gens-là. Hein, la paix était parsemée de moments d'éclosion épidémique de virus XYZ. C'est censé être une paix universelle, cet événement-là, la paix de Westphalie, mais en fait, c'est raté. Parce qu'à la fin du processus, c'est les Français qui gagnent, parce que le plan des Français, c'était d'isoler l'Espagne et ou l'Empire de ce processus de paix, et ils ont réussi. Donc, à la fin, la France et l'Espagne resteront en guerre pendant 11 ans. Ensuite de ça, les raisons des célébrations des traités, des 2 traités qui sont la paix de Westphalie, les raisons des célébrations ont changé. Donc, au départ, tout le monde est heureux, c'est la joie en Europe parce que c'est la première fois en 30 ans qu'enfin, on va avoir un semblant d'absence de campagne militaire
du printemps jusqu'à l'hiver. Mais aujourd'hui, ben, même quelques années plus tard, quelques décennies, générations plus tard, c'est plutôt les protestants qui vont célébrer ça comme une victoire, l'affirmation de leur souveraineté, la souveraineté allemande face à la pression des catholiques, par exemple. A posteriori, donc, d'une certaine manière, cette guerre de 30 ans va avoir des vertus nationalistes allemandes. C'est un peu dans leur récit historique la création de l'idée de l'État-nation allemande. Un peu comme Clovis, le baptême de Clovis pour les Français. La conquête normande pour les Anglais. Pour les catholiques, a posteriori, ce sera vu comme un échec, un gros échec, parce que c'est reconnaître que les protestants ne doivent pas être convertis par la persuasion et le glaive ensanglanté. Donc, ultimement, les Anglais verront ça comme une victoire et les Français aussi utiliseront ça comme un tremplin pour une puissance européenne affirmée. Résultat de ce traité, c'est le début du conflit qui va prendre plusieurs siècles et plusieurs guerres entre les Français et les Allemands. Oui, mesdames et messieurs, c'est à ce moment-là, la guerre de 30 ans, que les Français donc profitent de ce conflit-là pour faire de l'expansion en terre impériale et ils vont convertir les titres à la couronne française au niveau de l'Alsace et la Lorraine à deux moments différents. Plus rapidement, ils vont conquérir la Lorraine. Dans la Lorraine, donc, il y a des diocèses, des bishopries qui sont dans l'Empire. Donc, ce sont des terres impériales et ou des terres de l'Église. Et les Français vont conquérir ça. Ça va faire un petit peu de marde. Et cette marde-là va résonner jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale du 20e siècle. Donc, ça, c'est un peu comme le péché de Littlefinger dans Game of Thrones. Donc, ça va résonner dans le temps, ces conquêtes françaises-là, l'Alsace et la Lorraine. Ultimement, les traités de la paix de Westphalie, inscrits dans l'histoire, confirment que seuls ceux qui sont indépendants au niveau des gouvernements, seuls ceux qui sont indépendants sont présents dans la négociation des traités de paix, qui sont le prolongement des guerres. Très important, et si tu n'as pas de garantie de sécurité quand tu négocies un traité, un cessez-le-feu, une truce, tu mérites rien. En général, même s'ils font des traités, les rois, les États, les empires, les royaumes, les duchés, tes nobles, tes propres nobles, ta propre population vont profiter de ta faiblesse pour encroach, qu'on appelle souvent là, prendre de facto des propriétés, des conquêtes, whatever. Les traités qu'on appelle la paix de Westphalie ne mentionnent à aucun moment le mot souveraineté. Très important. Le traité est écrit en latin. Et il n'y a pas de mot en latin pour souveraineté. À l'époque, on écrivait encore les traités en latin. C'est après Westphalie que ça va être le français qui va devenir langue diplomatique, la lingua franca. En latin, on parle de supreme dominion ou de supériorité. Supériorité. C'est le mot en latin. Donc ça, c'est un autre détail très important. Donc, c'est pas une question de souveraineté, c'est une question de supériorité, d'empire sur est-ce que j'ai le droit de réformer mon état, mon estate, ma baronnie, mon duché,
mon royaume, mon électeur, mon collège électoral, ça c'est dans l'Empire. Est-ce que j'ai le droit de réformer ça religieusement? Est-ce que j'ai le droit de définir c'est quoi la religion publique de mon État, de mon duché, de ma baronnie, de mon royaume? Est-ce que j'ai le droit? C'est ça. C'est la réelle... la réelle initiation d'un mouvement vers le concept d'état-nation et de souveraineté moderne. C'est l'initiation de ce mouvement, c'est là. Est-ce que j'ai le droit de définir la religion publique de mon État? Pourquoi un événement baroque? Parce que à l'époque, on a un style flamboyant, pompeux, grandiose, qui fait penser à Trump. Ça, c'est un autre parallèle intéressant. Exemple, on a des listes de titres de plus en plus longues, comme le baron inquisiteur, fondateur de la Nouvelle Inquisition française d'Amérique, chef du Parti libéral libertarien du Québec, acteur du narratif du rojdisme débridé, Yann Rochdy. Quand les diplomates arrivent en ville pour commencer leur négociation de traité, ils arrivent avec une suite. Et souvent, là, ils préparent leur arrivée. Donc, quand ils sont à 10 000 de la ville, ils envoient quelqu'un pour prévenir leur arrivée. Être certain que les représentants de la ville, le maire, va préparer une cérémonie avec des canons. Et donc ces gens-là, les diplomates, les délégués, les maires vont avoir une escorte. Plus que tu es puissant, plus que le nombre de gens qui t'escortent est élevé. Est-ce que les gens sont armés? Est-ce qu'ils ont des armures? Est-ce que l'armure est polie? Très important pour voir ta puissance. Est-ce que tu as le droit à une cérémonie? Est-ce que tu es annoncé? Est-ce que tu arrives avec des cadeaux diplomatiques? Tout ça, c'est important pour démontrer que tu es en position de puissance. Et là, tu négocies, par exemple, jusqu'au moment où c'est à quelle marche de l'escalier que vous allez rejoindre le maire de la ville. C'est-tu au bas des escaliers? Est-ce que c'est toi qui montes le rejoindre? Est-ce que c'est à mi-chemin? C'est tout important, ces détails-là. Ensuite de ça, au niveau de l'art baroque, c'est souvent un art de façade. Ça a l'air grandiose, mais quand tu regardes l'architecture derrière, c'est très simple, modeste. Ça fait penser à Donald Trump. Donc, au 17e siècle, en plein dans la période de la chasse aux sorcières, l'Inquisition, l'Index, j'en ai parlé, les guerres italiennes, on a des guerres, des épidémies, plus. Donc, ça veut dire qu'il y a un épuisement. Donc, au siècle précédent, pendant les guerres italiennes, il y avait quand même une croissance de population économique, mais rendu à l'époque du 17e siècle, la guerre de 30 ans, c'est en train de s'épuiser et on a des mauvaises récoltes. Il y a énormément de banditisme et d'armes à feu. On en a parlé aussi pendant les guerres italiennes, c'est là que ça commence. Les rébellions sont constantes, les rébellions de paysans. Et on a un changement de logiciel ontologique que j'appelle, donc post-chrétien, les appétits insatiables de la modernité, qui fait que les vertus ne sont plus les mêmes dans la tête des individus. Il y a certains qui sont très fanatiques catholiques, intransigeants, agressifs. Oui. Même chose pour les protestants. Donc, ils vont vouloir affirmer leur supériorité et non leur souveraineté, leur superiority, dans les moments où les protestants ou les catholiques sont gagnants pendant le conflit. Et très important, pas très important, c'est une information qui est cute à savoir. Hein? Si vous voulez parler à une fille pendant un party, Cyrano de Bergerac et d'Artagnan,
des Trois Mousquetaires sont des personnages qui ont existé. C'est des vraies personnes. Et donc, ils ont participé au congrès de Westphalie. Ils ont donc distribué le courrier. Donc, ils ont été en mission diplomatique avec du courrier pour les diplomates et ou les monarques. Donc, ce sont des vraies personnes, mais aussi des personnages de fiction. Donc, au niveau de la hiérarchie chrétienne au Moyen Âge, très important, cette hiérarchie de système politique européen, quand on regarde, c'est quoi l'Europe? C'est quoi le christianisme? C'est quoi la race blanche? C'est ça, en premier, la hiérarchie chrétienne du Moyen Âge. C'est comme ça que l'Europe, c'est comme ça que le christianisme post-romain, c'est comme ça que l'idée de race blanche même est née, à cause de cette hiérarchie chrétienne du Moyen Âge. C'est la tradition moyenâgeuse qui a créé le mot moralité. La morale était la tradition. La moralité, la tradition européenne, chrétienne, blanche, s'est construit un droit avec le Code justinien de l'Empire romain et avec le droit canon développé par l'Église. L'Église avec ses conciles, avec ses modes de décision. Et donc, cette hiérarchie-là, au sommet de la hiérarchie, depuis le 9e siècle, c'est l'empereur. L'empereur de l'Empire chrétien. C'était pas l'Empire chrétien germanique, c'était l'Empire. T'avais l'Empire, Charlemagne. Ça a été créé, ça a été fondé, cette hiérarchie-là, ce siècle-là, avec le couronnement de Charlemagne par le pape Léon III. Donc, l'empereur, en dessous de l'empereur, les royaumes, les couronnes, les royaumes de l'époque, donc les rois. Et les rois ont une ordre de préséance, precedence, un précédent. Préséance. Donc, il y a une hiérarchie dans les rois. Donc, en général, c'était la puissance et à quel moment de l'histoire le royaume a été fondé qui établit l'ordre de préséance, de precedence du roi. Donc, évidemment, le roi de France a été au sommet de ce précédence-là, de ce préséance-là, pendant longtemps. Très important. Ensuite de ça, en dessous des rois et de la hiérarchie entre les rois, il y a les ducs et autres titres, comme des marquis. En dessous des ducs, des marquis et autres titres de ce genre, il y a les républiques. En dessous de ça, il y a des comtes, des vicomtes, des chevaliers. Et ça ressemble. Ça, c'est au niveau ce qu'on pourrait appeler donc la noblesse impériale du Moyen Âge, de la fin du Moyen Âge. Donc, je vous rappelle, au 17e siècle, on est dans la période absolutiste royale. Jean Bodin a écrit un livre là-dessus. J'ai fait la recension de ça. C'est les 6 livres de la République ou de la souveraineté. Et donc, pendant cette période-là, il y a énormément de mouvements politiques à cause des mariages et des héritages des royaumes, des duchés, des titles ou des tiles, qu'on pourrait dire. Donc, énormément de cumul de titres et de claims par la noblesse, ce qui arrive à des grosses crises de succession et des poussées expansionnistes qui vont culminer les deux ensemble à la guerre religieuse de 30 ans. Mais, c'est ça. Donc, ces cumuls de titres, c'était souvent dans des différents royaumes, ce qui complique la chose pour le roi. Par exemple, le roi français qui obtient par héritage le titre, un duché en Espagne, en Catalogne,
ça peut porter à confusion. Ensuite de ça, on a des différences au niveau des lois et des coutumes. Et les réformes de lois et de coutumes, vu que c'était littéralement tradition égale moralité, donc tradition égale bien, changer le bien, c'est difficile. Tu titilles ta population. Et aussi au niveau, donc, il y avait déjà à cette période-là, en contrepartie à ce mouvement politique absolutiste par les rois, notamment la couronne française, malgré ce mouvement absolutiste, il y avait déjà une tradition anti-absolutiste partout en Europe. Donc, il y avait énormément de monarques qui avaient établi par précédent, qui n'avaient pas établi par précédent, mais qui avaient accepté par précédent que s'ils veulent lever un impôt, s'ils veulent déclarer une guerre, ils doivent au moins écouter au conseil de leur sujet à travers des conciles et des assemblées. Conciles et assemblées qui sont calqués sur les institutions canoniques chrétiennes. Donc, en réalité, à cette époque, on peut parler d'États composites ou de confédérations, un peu comme le Canada. Les États de cette époque baroque ressemblent au Canada de maintenant, qui ne fonctionne pas. Donc, le fonctionnement d'un État, comme on le conçoit aujourd'hui, n'était pas encore à l'époque standardisé. Les États les plus centralisés, comme la France, ce qui pouvait le plus se rapprocher d'un État moderne. Malgré tout, c'était surtout à Paris qu'on avait cette construction étatique moderne. Donc, cet État moderne, comme en France, comme en Allemagne, comme en Angleterre, centré surtout sur la pratique militaire, le roi, la personne du roi, avec son garde-robe qui est son argent de poche et son trésor public, qui permet donc un fonctionnement de sa cour et permet de faire des expéditions pour intervenir ou conquérir, faire donc de la politique étrangère. Les rois, c'est déjà à cette époque-là une pièce de théâtre. Leur horaire du matin au soir, occupé par des rencontres. Et c'est eux, la justice, plus qu'ils sont absolutistes. Donc, ils sont plus qu'ils sont absolutistes, plus qu'ils sont occupés. Donc, très rare à cette période-là, déjà, que les rois se déplacent de leur capitale. Et donc, s'ils veulent participer aux décisions, c'est à la hauteur de leur participation active. Donc, s'ils veulent participer au processus de paix, ben, c'est jusqu'à temps. S'ils envoient des lettres à chaque semaine, ben, ça va avoir un gros impact. Comme la reine Christina de Suède va participer à un certain moment et ça va foutre la marde avec sa délégation suédoise dans le processus de paix. Donc, on a des ministres, des diplomates, des conseils, des assemblées, mais aussi des favoris. Les favoris du roi, des amis, familles rapprochées, éloignées, qui vont pouvoir aussi participer à cette diplomatie-là. Il y a aussi autre événement à garder en compte, des régences. Les périodes de régence, c'est des périodes où le pouvoir central est plus faible, plus facilement influençable. Ça dépend des régences. Hein? Donc, à l'époque, on est à l'époque de Louis XIV, qui est le roi qui va avoir gouverné le plus longtemps, mais il est un enfant. On a 2 régents qui vont faire partie de cette période de la guerre de 30 ans et de la négociation de la paix de Westphalie. Cardinal de Richelieu, cardinal de Mazarin, qui est le prolongement l'un de l'autre, à peu près la même politique, très peu de changements. Et l'autre régence, c'est Christina de Suède, qui va elle va avoir 5 ans quand son père va mourir pendant la guerre de 30 ans. À la mort des monarques, donc, il y a énormément d'insécurité.
souvent des crises de succession, des guerres de succession. Les successions, c'est un moment où les héritiers du royaume vont renier les précédents traités. Donc, il y a énormément de palpitations. Un des premiers actes des royaumes, des nouveaux rois, c'est souvent d'envoyer un traité, une négociation de traité, donc un diplomate à aller négocier un renouvellement de l'alliance qui était déjà en cours. Souvent aussi, on a des rois qui vont renier des lois, renier des jugements. Très difficile, mais très difficile de prévoir la suite de ça. Intention de faire des précédents. Si tu fais un précédent, ça se peut très bien que quelqu'un va utiliser ce précédent contre toi. On a donc déjà des assemblées de commoners et de nobles à cette époque-là. Donc les gens du commun, tiers-état, et les nobles participent de manière active à ce processus politique. Ils ont beaucoup de moyens pour faire pression sur les rois, les empereurs. Des conciles, des assemblées qui, au départ, sont réunis non pas pour manier la souveraineté et la supériorité, mais pour conseiller le monarque, le roi. Un peu plus tard, quand le roi vient pour demander du cash, pour lever des impôts pour continuer ses guerres, c'est là que historiquement, partout en Europe, les assemblées, les conseils vont demander une contrepartie. En moment de faiblesse, le roi n'a plus d'argent pour payer son armée. Donc, on fait du bargaining de concession. Donc, par exemple, les droits de vote, ça vient de là. L'idée de droit de vote, c'est une concession accordée au monarque qui veut lever une nouvelle impôt. Autre élément important pour comprendre les processus politiques de cette période-là, le concept de gloire et d'honneur qui sont un petit peu confondants. Donc, la gloire, l'honneur de ta foi, de ta dynastie ou littéralement juste des conquêtes militaires. Donc, si tu fais des conquêtes militaires, t'es hot, t'es glorieux. Si tu défends la foi chrétienne catholique ou ta dynastie, ta famille, l'honneur de ta famille, t'es hot. Et donc, ça peut être littéralement une priorité diplomatique. Défendre ta gloire, ton honneur, that's it. Donc, des fois, tu as des positions qui sont intransigeantes au niveau diplomatique, basées sur ça. C'est cette période-là qu'on voit le début de la séparation, de la sécularisation des États. Un processus important qui a abouti au 20e siècle à cette idée d'État sécularisé, d'État avec la laïcité française, québécoise, une autre invention. Donc, la réelle histoire de ça, c'est que tu as deux cercles de veine intercoupés. Le roi et l'État. C'est pas exactement deux cercles concentriques. C'est pas le roi qui est centralement l'État et l'État qui est concentré dans la personne du roi. Non! Mais ce qui se passe à l'époque, c'est que les deux cercles sont en train de se séparer. C'est ça l'idée de laïcité, c'est que le roi et l'État vont devenir deux choses différentes. Et donc, à un certain moment, tu as des gens qui vont dire « J'ai le droit, en tant que ville, en tant que title, en tant que tiles, en tant que duché, en tant que bishopry, en tant que prince électeur, j'ai le droit de réformer le siège du pouvoir et la nation et le lieu
j'ai le droit de réformer, d'établir une nouvelle religion d'État. Donc, on pourrait convertir de catholique à protestant, protestant à catholique. J'ai le droit de faire ça en défi à l'empereur et au pape. Et ou au pape. Ou au pape. Pas juste, pas et. En défi de... et l'idée, c'est que le processus ultime de ça, c'est de dire que t'es littéralement un État séculier. Donc, le duché, le royaume, le bishopric deviendra à m'emmener laïcisé. Et donc, il n'y aurait plus littéralement de religion publique dans cette contrée-là. Et donc, pour séculariser ces titres-là, ces souverainetés-là, ces superiority, on va avoir la doctrine de la raison d'État. C'est à cette époque que, à l'image du cardinal de Richelieu, on a l'idée que l'État, de manière indépendante au roi, peut avoir sa propre raison pour X, Y, Z gestes de politique étrangère, occupation, invasion militaire, etc. Parce que, évidemment, c'est très difficile quand tu t'appelles le cardinal de Richelieu puis que tu es censé représenter littéralement la première couronne de préséance catholique, le royaume de la France catholique. Puis tu es censé défendre donc le catholicisme et le pape. Mais tu es allié à des protestants et des Turcs. Raison d'État. Raison d'État. C'est à ça que ça sert, la raison d'État. Donc, la carte politique de l'époque, c'est là qu'on est rendu. Mais là, c'est terminé pour la version gratuite. Si vous écoutez ça à partir du 26. Donc, vous allez devoir vous abonner. 5$ par mois pour supporter mon travail qui est nulle part ailleurs en francophonie. Ça se fait nulle part. 5$ par mois, ça coûte rien. C'est 60$ par année, un café par mois. YannRojdi.com, ça va par Stripe, c'est super sécurisé. YannRojdi.substack.com, vous pouvez vous abonner aussi 5$ par mois. Vous allez avoir une infolette gratuite et payante. Sur YouTube, dans la section Pastille verte réservée aux membres, mise en évidence pour les membres. Vous pouvez aussi utiliser tous les liens dans la description du vidéo dans le bas de l'écran. Je vais vous donner accès à YannRojdi.com. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Donc, la carte politique. Donc, tous ces processus de paix n'ont pas abouti. La guerre est maintenant partout et sans issue diplomatique. Donc, nous avions vu aujourd'hui l'histoire occulte de la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans qui n'est pas qu'une guerre de religion, mais aussi une rébellion religieuse proto-nationaliste avec de l'ingérence étrangère. Une guerre d'expansion pour la couronne française, la couronne suédoise, la couronne espagnole. Et, ultimement, le paroxysme, le point culminant d'un affrontement de plus d'un siècle. Un affrontement secret entre la couronne espagnole et la couronne française pour la préséance au sein de l'Empire chrétien. Qui sera le premier royaume? C'est ça, l'histoire occulte de la guerre de 30 ans. J'espère que vous avez apprécié ce podcast unique au Québec. Très important d'envoyer des dons, envoyer des super chats, envoyer des abonnements. Vous pouvez payer des abonnements aux gens dans le chat. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Vous pouvez vous abonner 5$ par mois via... Oups. C'est pas le bon. C'est pas le bon. Une fenêtre. YannRojdi.com ou bien via YannRojdi.substack.com. Vous pouvez vous abonner via YouTube aussi. Sans vous, je ne peux pas continuer ce travail. Scannez le code QR. Envoyez-moi 5$. Un petit crédit. Un petit café, un petit tip pour me motiver
Donc là, s'il y a quelqu'un qui envoie un super chat, je vais faire les sorcières de la semaine que je vous devais de la semaine passée. Je vais vous le faire ce soir. Sinon, ça va être demain. Ah non, demain, c'est la Guérilla X. On va voir. Je vous dois un sorcière de la semaine. J'étais trop fatigué, je l'ai pas fait. Je vais le faire tantôt. On se revoit dans pas long. Dans pas long. Je vais aller manger un peu, puis après ça, on fait les sorcières de la semaine. Donc, très important de supporter mon travail de toutes les manières possibles avec un like. Et donc, attention à vous. Au nom du narratif du Rochdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rachetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en taquilla. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la baronnie rochdienne. Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Si vous parlez de ce sujet, vous faites partie de l'extrême droite. Littéralement. Shiloh! Où es-tu, Shiloh? Où est la Shiloh québécoise? Parce que le patriarcat est toujours en charge! Le Rochdisme n'a pas de position, mesdames et messieurs. C'est un rêve en dehors de l'espace et du temps, entretenu par les nécromanciens, les sorcières, les princesses et les alphabets tribaux. Je suis un sécessionniste américain. Tu utilises la souffrance du tiers-monde pour des rangs de sales gauchistes. Donc c'est quoi un monde viriliste? Un monde viriliste, c'est un monde où quand un mort vivant vient pour te décousser, te racketter, te faire peur, tu lui crises une claque ta gueule et il recule comme une petite bitch. Des propositions contre les fonctionnaires et les ministères qui ne sont pas assez radicales. Il y a des gens qui pensent que j'exagère, que je jouerais un rôle. Vous devez comprendre quelque chose d'important. Je veux littéralement mettre des sorcières sur des bûchers. Donc, plus que la moitié des Gen Z veut une dictature, selon un sondage en Angleterre. C'est en plein Comme le cœur de ce néant qu'a lieu l'éveil.